et utilisons un terme en anglais que beaucoup de gens connaissent, il a été capable de milquer l'organisation, c'est-à-dire de prendre un produit qui existait, d'en faire 58 nouvelles versions et de continuer à générer des profits. Mais il n'y a pas d'innovation chez Apple depuis 15 ans, soyons honnêtes. Là. Il y a certains petits produits à droite à gauche, mais il n'y a aucun produit qui a été capable de capter l'imaginaire. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode de discussion d'affaires avec Jonathan Léveillé. Aujourd'hui, Jonathan, comment vas-tu? Pleine forme, Antoine. Super content d'être là encore et on se prépare pour aller la semaine prochaine au World AI Summit à San Francisco. San Francisco qu'on a eu la chance de visiter ensemble il y a 1 an et demi avec IO. Donc, je serai de retour là-bas pour aller voir ce qui se passe de manière mondiale pour l'intelligence artificielle directement là-bas. Donc, bien hâte de prendre l'avion et de me rendre là-bas. Ah, ça va faire un bon podcast. Et avant que tu ailles voir des conférences, est-ce que c'est moi ou toi aussi t'en donnes certaines conférences en ce moment puis tu as l'air d'être beaucoup en demande sur des applications que tu peux mettre en place au niveau de l'intelligence artificielle, des cas d'application précis? Peut-être que tu peux nous parler un peu plus de ça? Absolument. Ça fait quelques semaines que j'ai la chance d'animer des roundtables, donc des échanges entre entrepreneurs en présentiel sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle, qui utilise quoi comme outil dans sa propre organisation. Et je partage également des cas réels d'utilisation ici chez OpenMind et Code & Steel. Puis je leur montre également un petit peu de tout ce qui s'en vient par rapport aux agents et par rapport à l'impact de l'intelligence artificielle dans leur organisation. Donc, j'ai donné plusieurs de ces ateliers dans les dernières semaines. Si jamais vous faites partie d'un groupe d'affaires et que vous aimeriez avoir un petit roundtable pour votre groupe d'affaires, n'hésitez pas à me rejoindre sur LinkedIn, ça me fait plaisir. C'est un sujet qui me passionne beaucoup. Puis plus je parle avec des entrepreneurs, plus ça me donne une bonne vue de ce qui se passe au Québec et dans les entreprises. Puis ça permet de faire une bonne échange aussi là-dessus. Et on lance officiellement le 7 juillet, donc lundi le 7 juillet, notre fameuse Cohort Challenge 5 jours, donc 30 à 45 minutes par jour, où on parle de qu'est-ce que c'est de l'intelligence artificielle d'une manière très humaine et compréhensible, jusqu'à une prise en charge là, d'outils comme ChatGPT avec plein de trucs qui vont vraiment vous servir dans votre organisation, jusqu'à comment, après ça, intégrer plus loin l'intelligence artificielle dans votre organisation. Donc, si jamais ça vous intéresse, faites juste m'envoyer un petit courriel, un petit message sur LinkedIn et on pourra vous ajouter à cette fameuse cohorte-là. Donc, j'espère que tu vas pouvoir nous parler de ce que tu vas enseigner puis également des résultats de ce challenge-là parce que j'en ai fait dans le passé des challenges et c'est toujours intéressant de les décortiquer. Et pendant que tu vas à San Francisco, il va y avoir des choses qui vont se passer et également des choses qui se sont déroulées dans la dernière semaine. Jonathan, je voudrais commencer avec le WWDC Keynote de Apple qui a eu lieu, si je ne me trompe pas, c'est le 9 ou le 8 juin. Donc, on aura juste le 10 juin aujourd'hui. Ça a été fait hier ou avant-hier, cette conférence-là. Est-ce que tu as brièvement regardé, lu un peu ce qui se déroulait sur le dossier? J'ai écouté des vidéos YouTube de grands influenceurs aux États-Unis qui ont suivi à la lettre ce qui s'est passé là-bas. Il y avait beaucoup de spéculations qu'il n'y aura pas grand-chose d'extraordinaire, comme malheureusement Apple a commencé à nous habituer et que peut-être Apple aurait essayé de comme cacher le côté intelligence artificielle sur lequel ils ont définitivement du retard sur tout le monde. Et ça s'est avéré un petit peu la réalité, je pense, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Rien d'exceptionnel, rien d'extraordinaire, outre quelques petites choses stratégiques comme renommer les numéros des différents systèmes d'exploitation avec la même numérotation. Donc, rien d'extrêmement impressionnant au bout de la ligne. Je pense de ton côté, par contre, tu as suivi un petit peu le stock de Apple et ça l'a bougé, je pense, le fameux stock d'Apple pendant que ça y a eu cette conférence-là. Je ne sais pas si tu peux nous en parler, Antoine. Ouais. Ben, ce que je trouve intéressant, de un, et un peu triste aussi, c'est de mentionner que maintenant, la barre est vraiment rendue basse pour ces différentes conférences et annonces d'Apple parce qu'il n'y a absolument rien qui sort de chacune de ces conférences. Et avant de parler chiffres et des annonces qu'il a faites, parce qu'on a eu certaines annonces sur des nouveaux produits, des intégrations un petit peu de l'intelligence artificielle dans quelques initiatives qui avaient déjà en place, donc d'enregistrer des appels automatiquement, des améliorations sur les différentes lunettes qui sont en train de commercialiser. Donc, il y a eu quelques annonces, mais moi, il y a certains trucs qui ont un petit peu capté mon attention rapidement, Jonathan. Le premier point que je vais te dire, et ça va paraître vraiment bizarre pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, et je le dis, ne le prenez pas mal, mais je veux juste le mentionner, c'est que tous les présentateurs, Jonathan, tu les vois arriver, ils ont tous les cheveux gris. Et je trouve tellement que c'est un contraste avec ce que tu vois dans l'ensemble des grandes entreprises technologiques en ce moment, où est-ce que tu as des jeunes dans la mi-trentaine, début quarantaine qui arrivent, qui sont vraiment
dans ce volet tech qui est en train de se mettre en place. Et là, tu arrives et, bon, bien entendu, Tim Cook, qui est dans la cinquantaine avancée. Tu as également les autres représentateurs d'Apple qui sont arrivés. Tu avais le Apple Software Chief, Craig Federighi, difficile à mentionner. C'est tous des gens qui sont quand même plus âgés. Puis j'ai absolument rien sur le fait qu'ils soient plus âgés, mais on dirait que ça témoigne, je trouve, quand je vois ça, un peu ce qui est en train de se dérouler avec Apple. C'est une entreprise vieillissante qui a de la misère un petit peu à se renouveler. Et je transige ici vers ce qui s'est déroulé après quelques minutes. Donc, bien entendu, ils ouvrent le bal, parlent des nouveautés qui sont en train d'intégrer à leurs différentes lignes de service. Et à un certain moment donné, on les attendait sur Siri, c'est-à-dire l'application vocale que vous avez sur votre téléphone quand vous avez un téléphone iPhone. Et on balaye un petit peu en touche en disant qu'on est en train de travailler là-dessus, il va y avoir des nouveautés, des annonces qui vont être faites bientôt. Mais là, c'est ton événement. Tu es supposé être prêt pour Siri. Et le message que ça envoyait aux gens qui étaient dans la salle et aux investisseurs, c'est « Ah, ils sont pas capables d'avancer. Ils sont pas capables d'avancer sur le dossier, tandis que des joueurs plus jeunes qui, eux, sont capables rapidement de sortir des applications et de pouvoir nous aider à l'audio. » Et du moment que ça a été mis de l'avant et que ça a été dit, qu'est-ce qui s'est déroulé? Eh bien, l'action est allée perdre 75 milliards de dollars de capitalisation boursière. Au 10 juin 2025, au moment qu'on enregistre le podcast, l'action est en train de reprendre. Donc, à mon avis, ça a été beaucoup plus de la volatilité, spéculation du moment. Mais ça témoigne un petit peu de l'appétit de l'investisseur face au titre Apple quand il y a des annonces comme ça qui sont faites, de se dire, est-ce qu'ils vont être capables de vraiment rentrer dans cette vague d'intelligence artificielle? Et je pousse même plus loin, est-ce qu'ils sont capables de suivre le train au niveau technologique en ce moment? On parle beaucoup d'IA parce que je pense que l'IA, à elle seule, doit s'accaparer à peu près 90-95% des conversations tech en ce moment, soyons honnêtes. Tout de même, il y a d'autres choses qui tournent autour de ça. Et moi, je trouve que c'est deux points qui ont vraiment marqué mon attention. Des gens qui ont l'air plus vieux qui font les présentations. Un conseil d'administration qui m'a l'air un petit peu dépassé dans leur présentation, dans où est-ce qu'ils sont rendus. Aucun produit tellement intéressant qui ont été mis de l'avant. Et là, ça amène au point de se dire, tu ferais quoi, Jonathan? Parce que ça reste une organisation qui, au moment où on se parle, imprime de l'argent, ont un produit avec l'iPhone qui, malgré des volatilités un petit peu qui se mettent en place, continue à vendre, continue à générer du cash flow pour l'organisation. Et Apple est sur un trésor de guerre en ce moment. Ils ont plusieurs centaines de milliards de dollars à leur disposition. Qu'est-ce que tu ferais à leur place? Oui, je pense qu'ils n'auront pas le choix d'acheter une compagnie qui a déjà de l'avance dans le marché. Il y aura pas, je pense pas qu'il y ait grand autre choix, à moins qu'ils sont vraiment en train de préparer quelque chose en surprise, mais ça me surprendrait parce qu'ils ont tellement annoncé qu'ils avaient avancé dans l'intelligence artificielle, puis ils ont fait plein de feux d'artifice l'année passée, mais ils ne l'ont pas livré. Ça veut dire qu'ils n'ont probablement rien vraiment de réel, de concret. On a vu qu'il y a eu beaucoup de mouvements qu'ils ont fait au niveau des exécutifs par rapport à Siri, l'intelligence artificielle. Je pense que ça va se solder par une acquisition s'ils veulent au moins se donner une chance d'avancer. Et je veux rebondir sur ce que tu disais, Antoine, par rapport aux cheveux gris ou plutôt le vieillissement de l'organisation. Je ne sais pas si tu as la chance de suivre sur YouTube le channel d'OpenAI. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu suis de ton côté. Je trouve ça tellement impressionnant. Puis je vais faire le parallèle puis montrer un petit peu aux gens qui nous écoutent la différence entre un et l'autre. Si vous avez la chance de suivre un channel sur YouTube, allez faire celui d'OpenAI. Puis j'explique pourquoi. Puis à quel point ils sont différents d'Apple. Constamment, ils font des lives avec des démos réelles. C'est pratiquement tous des jeunes, voire des adolescents, qui le mettent de l'avant. Donc, c'est pas une seule personne qui met de l'avant, mais ils font bouger l'ensemble de l'équipe, ou du moins une bonne partie de l'équipe qui va être front directement devant les gens. Et à quel point c'est risqué de faire des démos en live directement. C'est une règle d'or de ne pas faire généralement. Et OpenAI, constamment, toujours ultra transparent, avec des jeunes dynamiques, des live présentations qui pourraient mal tourner. Et c'est complètement le contraire d'un Apple qui font 1-2 gros événements par année extrêmement lichés, pas beaucoup de démos live, qui sont très, très prudents, pratiquement pas d'innovation. On voit vraiment un contraste qui est le jour et la nuit, là, complètement le jour et la nuit. Là. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous poser une question. Est-ce que, comme moi, les tarifs américains vous font peur? Eh bien oui, les tarifs sont maintenant à nos portes et on doit se retrousser les manches. On doit trouver des façons d'aller générer de la croissance malgré les bâtons qu'on se fait mettre dans les roues.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous parler de Hello Darwin. Hello Darwin, c'est une organisation qui vous permet d'aller chercher toutes les subventions dont vous avez le droit. Et vous savez quoi? Des subventions concernant l'exportation, il y en a des tonnes au Canada. Il y en a une nouvelle Cannes Export qui revient sur le marché et l'équipe de Hello Darwin est capable de faire tout le travail administratif pour vous. Allez vous chercher l'argent, le mettre dans votre compte en banque et vous permettre de continuer à aller chercher cette croissance ou plutôt cette hyper-croissance. Et l'équipe de Hello Darwin est un partenaire depuis très longtemps maintenant du podcast. Et la raison pour qu'on les aime autant, c'est qu'ils sont capables de vous trouver l'argent qui va être capable de vous permettre de débloquer la prochaine étape, la prochaine croissance, la prochaine expansion de votre organisation. Allez les voir au go.hellodarwin.com/hypercroissance et obtenez 10 de rabais en travaillant avec eux. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'Hello Darwin vous garantit littéralement qu'ils vont être capables d'aller vous chercher l'argent en subvention. Et si ça ne fonctionne pas, ils vont vous rembourser ou vous payer la différence. Donc, c'est sans risque. Allez les voir, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Ils font le travail pour vous pour aller vous chercher vos subventions et contrer ces fameux frais de douane. De retour à l'épisode en cours. Et on dirait qu'en ce moment, Apple est peut-être en train de vivre un peu ce que Microsoft a vécu à la fin des années 2010. Tu te rappelles quand Steve Ballmer était en charge de l'organisation, qu'est-ce que Microsoft a été excessivement bon de 2000 à 2014? Ils ont été capables de faire beaucoup d'argent. Ça a été le plus grand point et avec quoi qu'il se défend encore à ce jour, Steve Ballmer, de dire pendant que j'ai été présent, on a généré énormément de cash flow, on a été capable de générer énormément de profit aux actionnaires, mais il n'y a pas eu d'innovation. Ils ont raté la vague mobile et finalement, ça s'est soldé par une organisation qui, grâce à ses actifs, a été capable d'accumuler de la richesse et ils étaient sur un trésor de guerre assez important. Un nouveau dirigeant s'est intégré, Satya Nadella, et là, par la suite, il était capable d'intégrer cette vivacité, cette vision peut-être que l'organisation à ce moment manquait. J'aurais tendance à croire que c'est similaire peut-être ce qui est en train de se dérouler avec Apple en ce moment. Ils ont été des opérateurs exceptionnels depuis la mort de Steve Jobs en 2011. C'est une organisation qui opère de manière efficace, un calibre mondial, des marges de profit brut qui sont drastiquement élevées, impriment de l'argent. Bref, ils ont été capables de faire un travail très fort pour les investisseurs, pour faire en sorte qu'il y ait des dividendes qui soient payés à un haut rendement. Mais là, j'ai l'impression qu'ils sont à la croisée des chemins. Et la chance qu'ils ont, comme je l'ai dit, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent. Et quand tu es à la croisée des chemins, c'est là que peut s'intégrer certaines discussions de se dire qui va être en charge d'allouer ce capital-là. Et peut-être que là, c'est un changement de garde qui devrait être réfléchi et discuté de leur côté. En même temps, Tim Cook a été capable de se bâtir une balance excessivement positive à travers les années. Je pense que le stock sur le marché boursier a fait un facteur de 10 depuis le décès de Steve Jobs. Je pense que l'entreprise est passée de 300 milliards de capitalisation boursière à peut-être un petit peu moins que 3 trilliards aujourd'hui, mais tout de même, c'est pas tellement loin. Donc, il était capable de se bâtir énormément de capital sympathie au niveau du conseil d'administration. Mais là, j'ai l'impression que ça va se solder par Apple via une de ces trois conclusions-là. Une mort lente. Mais ça, je ne crois pas que les investisseurs vont laisser ça aller parce qu'une mort lente peut être très, très longue quand tu as autant d'argent. Mais on dirait que c'est une tendance qui est en train de se prendre ici au niveau d'Apple parce qu'on le dit, les prochains outils qu'on va utiliser pour discuter, communiquer avec les gens risquent de peut-être ne pas être des téléphones d'ici 4, 5, 6, 7 ans. Donc, si Apple, du jour au lendemain, perd une majeure partie de ses revenus à cause que moins d'achats de téléphones cellulaires, bien là, le trésor de guerre est un petit peu moins gros. Donc, il peut y avoir une mort lente qui se dessine s'il n'y a aucune innovation. Le deuxième point, il peut y avoir un conseil d'administration qui reste en place, qui ne bouge pas trop, mais qui font une acquisition excessivement stratégique, fonctionnelle. Encore une fois, il faut que cette acquisition passe aux États-Unis. Beaucoup d'acquisitions n'ont pas passé dans les dernières années, mais là, on dirait qu'il y a eu un changement de garde au niveau de l'administration. Donc, à voir, mais il peut y avoir une acquisition, mais une acquisition ne veut pas dire être un gage de succès absolu. Des fois, ça peut l'être, des fois, ça ne peut pas l'être. Ou le troisième point, moi, je pense que c'est peut-être là qu'on s'en va d'ici 1 à 2 ans, c'est qu'il pourrait y avoir une transition de manière très,
tranquille au niveau d'Apple, très similaire à ce qu'on a été capable de voir avec Amazon. Quand Jeff Bezos a laissé la gestion de l'organisation à la personne qui était en charge de AWS, Andy Jassy, lui est devenu responsable du conseil d'administration. Je ne serais pas surpris qu'on voit ça. Parce que Tim Cook peut être un incroyable guide, mais et ça a toujours été la reproche qu'on a donnée à Tim Cook depuis qu'il est en charge, une reproche qui est quasiment impossible pour lui à absorber, on pourrait le dire ainsi, c'est de se dire, est-ce qu'il a la vision et l'innovation d'un Steve Jobs? Mais qui l'a? Qui l'a, Jonathan? Personne ne l'a. Donc, il savait qu'elle allait avoir ça sur le dos. Il a été capable de drôlement bien s'en sortir. Mais la seule chose qu'il a fait, et utilisons un terme en anglais que beaucoup de gens connaissent, il a été capable de milquer l'organisation, c'est-à-dire de prendre un produit qui existait, d'en faire 58 nouvelles versions et de continuer à générer des profits. Mais il n'y a pas d'innovation chez Apple depuis 15 ans, soyons honnêtes. Là. Il y a certains petits produits à droite à gauche, mais il n'y a aucun produit qui a été capable de capter l'imaginaire. Et je ne pense pas qu'on va retourner là. Je ne pense pas qu'ils vont être un joueur qui vont peut-être sortir des grands produits à travers les prochaines années parce que clairement, ça avait l'air d'être l'entreprise d'une seule personne. Mais par contre, s'ils ne bougent pas, on pourrait vraiment y aller vers le scénario 1. Et ça, le scénario 1, comme je l'ai dit, ça peut prendre du temps. Et peut-être juste pour terminer là-dessus avant de te donner la parole, il y a peut-être aussi des raisons pourquoi Warren Buffett a vendu la majeure partie de ses actions de Apple. On se rappelle, c'était lui qui était un des plus gros actionnaires, voire le plus gros actionnaire d'Apple il y a 2 ou 3 ans de cela. Et il y a environ 12 mois, il a vendu la majeure partie de ses actions. Puis bon, Warren Buffett habituellement a quand même une bonne vision sur le futur. Donc, je serais curieux de t'entendre ici. Mais je suis en train de faire des recherches pour voir c'est quoi la cadence d'acquisition d'Apple présentement pour les acquisitions qui ont été publiques et les recherches que je vois présentement jusqu'à date, les résultats que ça me sort, il sera en ralentissement d'acquisitions publiques qui ont été dévoilées versus la cadence qu'ils avaient avant. Fait que je suis du même avis que toi. S'ils ne bougent pas, s'ils ne font pas d'acquisition, ça va être une mort lente, mais même qui peut être plus rapide que qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre parce que la majorité des revenus vient des téléphones. Les téléphones, ça ne veut pas dire que ça va être quelque chose qui va être durable dans le temps. Je pense, mon opinion personnelle, c'est une interface qui est temporaire dans l'ordre de l'humanité moderne aujourd'hui. Ça n'a pas de logique qu'on soit toujours la face directement dans un petit bout de métal technologique ou de plastique technologique. Ça ne fait pas de sens. Il va y avoir quelque chose d'autre qui va arriver en avant qu'on commence à entrevoir de différentes possibilités. Puis l'autre question en arrière, c'est quand Tim Cook ne sera plus là parce qu'il n'est pas éternel, c'est qui le prochain visage d'Apple? Moi, j'en vois pas d'autres, beaucoup qui ont été mis de l'avant. Il y avait juste Johnny Ive qui est rendu maintenant dans le clan d'OpenAI, qui aurait pu être le révolutionnaire d'Apple. Mais qui va être la suite de ça? C'est vraiment une bonne question. Puis où est-ce que ça va s'en aller, là? Donc, moi, je vois pas d'accélération au niveau des acquisitions. Et encore là, les acquisitions, c'était plus dans le côté jeux vidéo, musique et compagnie. Pas grand-chose qui était annoncé au niveau de l'AI. Je pense que ça l'augure pas bien pour Apple. De la même manière que j'ai une opinion que ça va être challengeant également pour Google dans les prochaines années, qui passent d'un revenu de publicité à un revenu d'abonnement. S'ils ne sont pas capables de faire leur virage, je pense que Google va peut-être passer un mauvais quart d'heure en avant de nous autres. Mais pas trop vite ici. Je pense qu'on n'est même pas à la première manche en ce moment de vraiment ce qui va se dérouler au niveau du modèle d'affaires de l'intelligence artificielle. J'aurais tendance à croire que les modèles d'affaires au niveau de l'intelligence artificielle, ils risquent d'avoir entre 4, 5, voire peut-être 7 itérations qui vont se faire avant qu'il y en ait un réellement trouvé. C'était le plus logique, soyons honnêtes, le modèle d'abonnement à court terme et également la vente de tokens aux développeurs via ton API comme OpenAI le fait en ce moment. Mais la publicité via des moteurs de recherche, elle ne va pas disparaître non plus. Disons-le ainsi, elle va se retransformer dans quelque chose que ni toi ni moi, je crois, en ce moment, on est capable de percevoir. Mais on parle quand même de 200 milliards de dollars à l'année. Si ce 200 milliards-là disparaît, ce qui, soyons honnêtes, n'arrivera pas, mais dans l'hypothèse qu'il disparaît, comme tu l'as mentionné, où est-ce qu'il pourrait y avoir un changement au niveau du modèle d'affaires ici, bien, ce 200 milliards-là va où? Et c'est pour ça que je dis qu'il ne pourra pas disparaître. Les entreprises vont devoir se publiciser et cet argent-là risque d'être réinvesti dans quelque chose. Donc, je ne sais pas encore c'est quoi, je ne m'avancerai pas là-dessus, mais je ne pense pas que c'est terminé au niveau de la publicité sur les moteurs de recherche. L'endroit où est-ce que je te rejoins, c'est que je crois qu'on ne reverra plus une organisation dans, on pourrait dire, l'écosystème de recherche, c'est un peu ça, des LLM en ce moment, qui va posséder
99% des parts de marché comme c'est arrivé dans les dernières années. Ça, je crois que ça m'a l'air d'être partie terminée parce que plusieurs joueurs qui sont prêts à aller chercher ces parts de marché et c'est des joueurs qui ont les poches pleines. Et parlant de milliards de dollars de revenus et d'OpenAI, je ne sais pas si Antoine t'a vu, mais OpenAI a sorti publiquement de leur vélocité de croissance des revenus et c'est complètement à jeter par terre. OpenAI ne générait pratiquement pas de revenus avant l'arrivée de ChatGPT. C'était très, très, très minime. En décembre 2024, donc il y a 6 mois de ça, 5,5 milliards de revenus récurrents. Et là, en 6 mois, ils sont rendus à 10 milliards. Et ils visent d'ici 2029 125 milliards, ce qui est complètement hallucinant. Et là, je me suis dit, comment ça se compare à Apple? Comment ça se compare à Microsoft, à Amazon, à Google, à Facebook? De passer de pratiquement zéro à 10 milliards de dollars en 3 ans, à peu près 2 ans et demi environ, si on se ramène en novembre 2022, si ma mémoire est bonne. Et là, j'ai fait des recherches, sorti un petit tableau par rapport à ça. Et j'ai demandé en même temps à l'intelligence artificielle de ramener ça, de comparer ça avec des dollars dans le temps avec aujourd'hui, là, pour que ça soit logique, parce que 10 milliards de dollars dans les années 80, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, là. Donc, si on compare Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, ça leur a pris combien de temps pour atteindre l'équivalent du 10 milliards en dollars d'aujourd'hui? Eh bien, c'est assez hallucinant c'est quoi la vitesse qu'OpenAI va présentement. Je démarre avec celui qui était le plus lent à arriver, puis moi, ça m'a vraiment surpris. Là, je ne pensais pas qu'il aurait été dans les plus lents, mais c'est Microsoft. Microsoft, ça leur a pris 20 ans pour atteindre 5,9 milliards de dollars dans le temps, qui est équivalent aujourd'hui à au-delà de 10 milliards. Donc, 20 ans que ça leur a pris de 1975 à 1995. 95 étant à peu près la date où ils ont commencé à avoir un enjeu de monopole aux États-Unis et qu'ils ont eu beaucoup de problèmes avec la justice. Donc, le pire, le plus slow, Microsoft, 20 ans. Là, on fait un parallèle 2 ans et demi pour OpenAI, donc 10 fois plus rapide OpenAI que Microsoft. En avant-dernière position, c'est Apple, donc ça leur a pris 13 ans. Ensuite, on a Amazon dans le milieu du peloton à 11 ans, Facebook 10 ans et le gagnant, c'est celui que je viens de dire que j'ai le plus de doutes pour eux devant nous, c'est Google, ça leur a pris 8 ans. De 98 à 2006 pour générer l'équivalent là, de plus que 10 milliards de dollars en date d'aujourd'hui. Donc, il y a vraiment, même avec le meilleur qui est Google en 8 ans, c'est quand même 4 fois plus rapide. Puis je pense que ça ne va que s'accélérer. Ça ne sera pas une courbe linéaire de leur revenu. Je pense que ça va être une courbe qui va suivre une certaine vélocité exponentielle. Moi, je pense qu'il va atteindre le 125 milliards de dollars récurrents bien avant 2029. J'ai hâte de voir la suite. Puis ils pourraient monter leur forfait plus cher aujourd'hui. Ils sont déficitaires d'ailleurs à ce revenu-là aujourd'hui. Là, ils perdent 5 milliards. Mais je pense qu'ils vont augmenter définitivement les forfaits, c'est sûr et certain. Là. Ben, augmenter les forfaits, intégrer des nouvelles features dans leurs produits comme on était capable de voir. Je pense qu'on est tous devenus un petit peu accros à ça. Et bon, comme on en a parlé récemment sur le podcast, mais ils sont tellement intelligents chez eux en ce moment, et tous les gens dans l'intelligence artificielle qui ont déjà été capables d'entourer l'enjeu. Ici, c'est que la marge de profit n'est pas la même que quand tu vends du logiciel comme on le connaît ou encore de l'espace publicitaire comme les différentes entreprises que tu as mentionnées, que ce soit les Facebook ou les Google de ce monde ou même les Amazon qui ont un très gros volume de revenus qui est relié à leur espace publicitaire. Et bon, je dis ça. Peut-être que dans ces 129 milliards de dollars de revenus d'ici 2029, il risque d'avoir peut-être 50% qui proviendra de la publicité. Qui sait, hein? Ça risque d'être un modèle d'affaires qui va être développé à travers le temps pour ChatGPT et tous les produits de OpenAI. Et non, c'est totalement exceptionnel de voir, et moi je le répète, c'est un des trucs qui capte le plus mon attention, c'est de se dire que c'est une organisation qui n'a pas la capacité de profitabilité qu'un Meta ou un Google de ce monde possède. Ils doivent le faire en levant de l'argent continuellement. Donc, ils se battent pas avec les mêmes armes, avec, bien entendu, une équipe qui est totalement exceptionnelle, mais c'est pour dire que même en n'ayant pas ces ressources-là, il continue à être numéro 1. Je trouve ça fantastique. Et peut-être, ça me permet de terminer, Jonathan, juste avant de te laisser filer. Elon Musk, on n'en parle pas beaucoup de cette organisation-là, mais vient tout juste de lever avec une autre de ses entreprises, qui est l'entreprise, le nom m'échappe, Neuralink, pardonne-moi, Neuralink. Exactement, ils viennent de lever 650 millions de dollars
avec leur série E. Et là, ça m'a fait penser de me dire, ça serait intéressant parce que, bon, on l'entend partout, on le voit partout, Elon Musk, de juste expliquer un petit peu à notre audience d'où provient la fortune de Elon Musk. Donc, au moment où on se parle, parce que ça bouge chaque jour au vu de la volatilité de ces entreprises, au moment où on se parle, donc le 10 janvier 2025, Elon Musk a une richesse d'environ 400 milliards de dollars, on pourrait le dire ainsi. Et quand on regarde un petit peu d'où provient son argent, eh bien, c'est assez intéressant. Tesla, 93 milliards de dollars. Donc, il possède à peu près 13 de l'organisation. SpaceX en possède 42 %. Une organisation qui a une valorisation à 350 milliards de dollars. Donc, 147 milliards de sa richesse provient de SpaceX. XAI, qui, on le sait, très récemment a acheté X, anciennement Twitter. L'organisation, au final, vaut environ 85 milliards de dollars. Il en possède 33 %, donc environ 23,8 milliards de dollars qui lui revient en valorisation pour XAI. Neuralink, valorisé à 9 milliards de dollars. Boring Company, valorisé à 5,6 milliards de dollars. Donc, tu vois, c'est 1, 2, 3, 4, 5 organisations qui valent au-dessus d'1 milliard et la plupart d'entre elles valent au-dessus de centaines de milliards. Donc, des fois, on pense que Elon Musk, c'est que Tesla, c'est que SpaceX. C'est beaucoup de choses. Et c'est très gros. Et je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Oublions l'aspect politique, oublions l'aspect de comment il se comporte des fois quand il pose, quand il mentionne des choses sur X. Pour moi, c'est d'autres types de conversations. Mais l'entrepreneur ici qui est capable de diriger autant d'organisations et de les amener aussi loin dans un espace de temps aussi court, soyons honnêtes, XAI, ça fait pas tellement longtemps que ça existe, c'est à couper le souffle. Et il a failli être de la partie à plus long terme avec OpenAI parce qu'il était dans les fondateurs, fait que son nom aurait pu se ramasser. Il a donné 50 millions. Oui, exactement. Donc, il a été dans un des fondateurs de. Je suis curieux de voir c'est quoi les autres investissements. Et sans endosser sa philosophie, tout ce qu'il fait autour, là, il y a une rumeur depuis quelques jours, je ne sais pas si c'est fondé, mais qui est un génie du marketing encore. Je ne sais pas si tu as vu. Il aurait rempli les papiers officiels pour demander le changement du ticker pour Tesla, ticker étant les lettres d'abréviation en bourse. Présentement, c'est TSLA. Pour l'abréviation, Antoine, TACO. TACO. Ah. C'est d'un ridicule incroyable, mais c'est d'un génie marketing de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est juste une rumeur et c'est pas vrai, mais selon ce que j'ai vu, ça semblait être des sources sérieuses. Donc, il va renommer le ticker de Tesla pour TACO et ça va faire un blitz marketing qui va valoir je ne sais pas combien de millions de dollars. Ouais. Juste avec une simple formalité administrative. Donc, à suivre, on va voir si ça va vraiment se réaliser ou pas devant nous, là. En tout cas, beaucoup de choses qu'on a encore à suivre, ça c'est clair. Jonathan, autre chose avant que je te laisse filer? Complet cette semaine et encore une fois, pour ceux qui voudraient suivre la Cohort Challenge 5 jours pour l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à l'année sur notre site web d'OpenMind ou directement sur LinkedIn m'écrire. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Jonathan, merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.